Bonjour Annabelle Boyer. Bonjour Sly, comment ça va? J'expérimente la colère, Annabelle. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'air, mais je trouve que c'est un peu lourd. Alors, on fait du ménage, on est à l'automne, j'allais dire on est au printemps, c'est au printemps qu'on fait le grand ménage, mais on peut en faire un à l'automne aussi, un grand ménage, parce que les énergies sont extrêmement puissantes. Oui, Et je te dis que j'expérimente la colère parce que il faut bien choisir nos mots. Aujourd'hui, la chronique porte sur le vocabulaire, Annabelle. exactement, parce qu'en effet, comme tu l'as très bien dit, on a une tendance à utiliser un vocabulaire qui est nuisible pour nous, nuisible aussi pour notre interlocuteur et qui va nous programmer des croyances limitantes ou qui va engendrer dans notre inconscient un sentiment de lourdeur. Et là, à ce moment-là, inévitablement, on va drainer notre énergie en raison du vocabulaire que l'on utilise de façon quotidienne. Parce que ça émet des fréquences. Ça émet des fréquences, puis tout ce que je répète finit par devenir une vérité pour mon cerveau. C'est la même chose dans les nouvelles. Hein. Quand on répète un mensonge plusieurs fois, le public finit par croire que c'est vrai. C'est la même chose dans mon cerveau. Donc, si je dis toujours « Ah, pas de problème, ah, pas de problème, ah, pas de problème », ben à la fin de la journée, dans mon cerveau, il y a un problème parce que j'ai misé sur le mot « problème ». Et donc, je viens à ce moment-là activer l'amygdale qui est en plein cœur de mon cerveau, pas l'amygdale dans la gorge, là, celle qui est dans le cerveau. Et l'amygdale dans mon cerveau, elle va penser qu'elle est en danger parce que j'utilise des termes qui sont négatifs pour l'amygdale. Donc, quand on dit pas de problème, juste pour dire à quelqu'un, ben fais-toi-en pas, on émet l'énergie des problèmes. Donc, on Oui, attire des problèmes, mais oui. on remplace ça par quoi? Ben, quand quelqu'un nous dit « Ah, merci de m'avoir rendu service », au lieu de dire « Pas de problème », on répond « Ça me fait plaisir ». Ah, ben là, on émet du positif. Voilà. C'est la même chose que quand on dit « Ah, comment ça va? Ça va pas pire. » Non, ça va bien. Ça va Ah oui, merveilleusement ben bien. ça, Annabelle, je l'utilise régulièrement. Moi, j'ai remplacé ça parce que ça se peut, Annabelle, qu'on file un mauvais coton, hein. Ça se peut que on n'aille pas si bien que ça. Puis moi, je dis, quand ça m'arrive, ça pourrait aller mieux. Oui. C'est correct, ça? Et tu pourrais le modifier encore plus par ça va de mieux en mieux. Hmm. Parce que le négatif, il est derrière. C'est le passé, le négatif. Tu sais, il y a une différence entre douleur et souffrance. La douleur, c'est ce que je ressens sur le coup. Puis la souffrance, c'est le temps que j'accorde à ma douleur. Quand je rumine quelque chose qui va pas bien, je tombe à ce moment-là dans la souffrance et ça, c'est de mon pouvoir. Je peux choisir d'arrêter d'être dans la souffrance. Donc, si j'arrête de me concentrer sur le négatif et que je me concentre au contraire sur ce qui va bien, parce que c'est pas vrai que tout va mal. Il y a des éléments qui vont bien. Donc, si je me concentre sur le positif, bien, mon cerveau va devoir changer son focus pour, au contraire, voir ce qui va bien et non pas se concentrer sur ce qui est négatif. Et donc, ça peut avoir été plus difficile. On a eu une discussion avant d'entrer en onde, justement, sur un événement qui m'est arrivé aujourd'hui. Et rapidement, on est revenu sur quelque chose de plus positif, justement, pour être en mesure d'être dans une meilleure énergie. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Est-ce que tu dirais qu'on est comme des aimants à l'intérieur? On attire, dans le fond, ce qu'on est? On attire ce que l'on vibre. Donc, on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on vibre. Donc, si moi, je suis dans un moment où où je sens les choses de façon lourde, où je suis dans un moment de tristesse, où je suis dans un moment de colère, si je ne me libère pas de ça, je vais continuer d'en attirer parce que mon système réticulé activateur, une toute petite zone dans mon inconscient, va penser que comme c'est ça que je vis comme sensation dans mon corps et comme sentiment dans mon esprit, ben, il va penser que c'est ça que je veux parce que je le nourris par des ruminations. Et donc, il est de ma responsabilité et de mon pouvoir de changer ces pensées-là et ces émotions-là, mais d'où l'importance de faire extrêmement attention à ce que l'on dit. Hmm. Pour ceux qui diraient que quand on pense plus positivement, qu'on est dans le déni, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Si on est vraiment en colère, là, puis qu'on dit je suis en colère, puis on fait non, 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 tu expérimentes la Ouais. colère. Quelqu'un pourrait te dire, ben là, tu es dans le déni, tu ne l'acceptes pas ta colère. Qu'est-ce que tu réponds? Ta question est excellente parce qu'il y a deux volets là-dedans extrêmement importants. Un, une vraie émotion, c'est ce qu'on appelle une émotion
archaïque, ça naît dans notre cerveau reptilien. La colère, la tristesse, la joie, la peur, la surprise, le dégoût, ça naît dans le cerveau reptilien. Mais une vraie émotion, ça demande tellement d'énergie au cerveau et au corps que ça ne dure que quelques minutes. La colère vraie ne peut pas durer plus que 10 minutes. Ce serait une menace pour le corps et le cerveau après parce que ça demande trop d'énergie. Après ça, notre cerveau va transférer l'information dans le cerveau limbique. Et là, ça se transforme en sentiment. Un sentiment, c'est un ressenti du mental. En d'autres mots, c'est une construction de notre cerveau. Ma colère se transforme en un sentiment en fonction de quoi? De mes blessures, de mes blocages, de mes croyances limitantes, de mes identités saboteuses et de mon niveau de fatigue. Donc, ça se transforme en autre chose. Une autre personne vivrait exactement la même situation et son sentiment pourrait être totalement différent. Donc, le sentiment, il est une construction du mental. L'autre chose, tout ce que je dis après je suis, je l'imprime dans mon cerveau. Donc, si je dis tout le jour « Oh, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué », ben je lance le signal à mon cerveau d'être fatigué et donc de produire des hormones et des neurotransmetteurs de fatigue, de drainer mon énergie. Alors que si je dis « j'expérimente la fatigue », je viens de créer ce qu'on appelle une dissociation. C'est le corps qui expérimente quelque chose d'extérieur qui est une fatigue et donc le cerveau comprend qu'il a un pouvoir là-dessus. Il peut modifier cet état-là en choisissant d'expérimenter autre chose. Donc, au lieu de dire « je suis en colère, je suis triste, j'expérimente. Je suis le corps qui… » Alors, à ce moment-là, ça permet de créer une dissociation. Et le fait de nommer son émotion, ça ne devrait prendre qu'un très court moment. Quand je pars sur une grande tirade pour raconter tout ce qui m'arrive, je ne suis plus dans une émotion. Je suis à ce moment-là dans une identité saboteuse qui est en train de manifester et qui est en train de nourrir les ruminations dans son cerveau. Et à ce moment-là, je les crée et je les imprime encore plus puissamment. Rappelons-nous les travaux de Joe Dispenza sur le fait que quand on répète continuellement des choses négatives, quand on raconte continuellement des expériences négatives à nos amis, à nos thérapeutes, aux membres de notre famille, à nos collègues, on les imprime encore plus profondément dans le cerveau. Le sillon qui se crée dans le cerveau, le chemin neuronal, il est consolidé. Donc, j'ai la possibilité de changer ça en modifiant mon vocabulaire. Et dans les autres éléments très importants du vocabulaire, il y a le fait de dire « Ah là, il faut que je fasse telle tâche. Ah là, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça. » Les verbes d'obligation sont extrêmement négatifs pour le cerveau. Personne n'a envie de se sentir obligé de. Je me souviens à un moment donné d'une conférence de Marcia Pilote qui disait, au lieu de dire « il faut, je dois, tu devrais », elle disait « je m'aime, donc je prends le temps de faire ma brassée de lavage pour avoir du linge propre. Je m'aime, donc je fais de l'activité physique parce que c'est bon pour mon corps. Je m'aime, donc je fais ceci. » Et on peut changer ça par « je choisis de faire cela. Je décide de faire cela. Je m'engage à faire cela. » Parce qu'à ce moment-là, ça devient un verbe beaucoup plus inspirant, beaucoup plus porteur de ce que j'ai envie de devenir au lieu de dire « je dois, faudrait, je suis obligé ». Et ça, quand on fait ça, ce n'est pas du déni. Non. Ce n'est pas… Parce que ça se peut qu'on ait plus ou moins envie de faire telle chose pour toutes sortes de raisons. Là, parce qu'on est plus fatigué, parce que même moi, des fois, ça me tente pas vraiment de venir faire de la radio le matin parce que toutes sortes de raisons, là. Et je trouve une petite motivation pour venir parler à mes auditeurs parce qu'ils me donnent de l'énergie, ils me nourrissent, mais ce n'est pas du déni que de faire ça. C'est vraiment un petit coup de pouce qu'on se donne à nous-mêmes, de juste de mieux choisir notre langage, ça fait toute la différence. Oui, puis, tu sais, quand il y a des matins où tu peux être, par exemple, un peu plus fatigué ou un peu plus découragé, tu n'es pas que la fatigue et tu n'es pas que le découragement. Tu expérimentes la fatigue et le découragement, mais tu es tellement plus que ça. Et c'est pour ça qu'il faut donc modifier le vocabulaire. Autre chose,
Rappelons-nous de Viktor Frankl, qui est un psychiatre qui a fait énormément de recherches, entre autres sur la résilience, parce que lui, il a été prisonnier dans les camps Auschwitz dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et une des choses qu'il a travaillé beaucoup, c'est justement quel est le sens que je donne à ma souffrance? Quel est le sens que je donne à l'épreuve que je suis en train de traverser? Donc, quand j'ai quelque chose à accomplir qui ne me tente pas du tout, quel est le sens que je peux donner à cette tâche-là qui va être plus grand que les cœurs en titre, qui va être plus grand que le découragement, qui va être plus grand que la fatigue? Quel sens je donne à ça? Par exemple, quand je vais m'entraîner, il y a des fois où j'ai eu une grosse journée, ça ne me tente pas du tout d'aller m'entraîner. Mais dans ma tête, à moi, je suis le garde du corps de la maison. Donc, il est important que je me garde en forme. Il est important que je perfectionne mes techniques parce que je suis le garde du corps de la maison. Et à partir du moment où je me dis ça, je prends mon équipement, je prends mes clés, puis je m'en vais m'entraîner. Ça te donne une petite motivation. Exactement. Et ça n'empêche pas qu'il y a de la fatigue. Mais évidemment, si je me mets à dire « c'est vrai que je suis fatiguée », je ne suis pas en train d'écouter mon besoin. Je suis en train d'écouter l'identité saboteuse, celle qui est paresseuse et qui ne veut pas aller s'entraîner. Parce que dans les faits, si je vais m'entraîner, je vais aller beaucoup mieux. Après, ça va me faire un bien fou. Donc, le vrai besoin du corps en état de fatigue, c'est justement d'aller s'entraîner pour se libérer du cortisol, hormone de stress, et pour se mettre à sécréter de l'endorphine, qui est une hormone de bien-être. Donc, le vrai besoin de mon corps, c'est de s'entraîner. C'est l'identité saboteuse de la paresse qui, elle, voudrait rester sur le divan à regarder des séries télé. Oui, parce que tu nous l'as dit et ça m'a marqué, le cerveau a tendance à être paresseux à la base. Ça, j'ai retenu ça parce que c'est assez spécial. Lui, c'est un couch potato, hein? Oui, exactement. Évidemment, il faut s'assurer aussi dans notre cerveau d'utiliser une communication non violente. Et très souvent, on pense qu'on a une communication non violente et c'est totalement le contraire parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas étudié la communication non violente en profondeur, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et dans la communication non violente, la première étape, c'est l'observation des faits sans aucun jugement. Donc, si je pars avec l'idée de j'ai eu un conflit avec l'autre, puis l'autre m'a répondu bêtement, puis l'autre a été méchante, je viens de porter des jugements. Répondu bêtement, c'est une interprétation. L'autre a été méchante, c'est une interprétation. Donc, je viens de porter un jugement. Et l'idée, c'est d'énoncer les faits sans aucun jugement, comme si on faisait un problème en mathématiques. Quand on était au secondaire, qu'on nous demandait de faire un problème en mathématiques, on nous demandait de décrire les données que nous avions au début. Mais c'est exactement ça, la première étape. Quelles sont les données? J'ai eu une discussion avec telle personne, elle a utilisé tel mot, j'ai utilisé tel mot. Ça, c'est des données. À partir de là, à partir du moment où j'ai des données qui n'ont aucune interprétation, aucun jugement, aucune critique, aucun reproche, ma deuxième étape, c'est dans quel sentiment je me trouve. Et c'est là, généralement, où ça bloque, parce qu'il faut faire la distinction entre quelle est la vraie émotion qui est derrière et quelle est la construction mentale de mon cerveau. Et ce qui est le plus important, c'est quelle est la vraie émotion. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai de la peine, donc je suis triste? Est-ce que je suis dans la joie, dans le dégoût, dans la surprise, dans la peur? On y va avec les 6 émotions de base. C'est plus sécuritaire comme ça pour faire l'exercice. OK. Et donc, je nomme quelle est l'émotion. Donc, quand on dit les 4 étapes de la communication non violente, c'est l'OSBD, le deuxième, le S pour les sentiments, on devrait remplacer ça par émotion. Parce que si je pars avec « je me sens trahi, je me sens rejeté, je me sens abandonné, je me sens incompris », tout ça, ce sont des attaques. Parce que quand je dis « je me sens rejeté », je suis en train de dire à l'autre « tu me rejettes ». Dans « je me sens pas respecté », tu ne me respectes pas. Je me sens abandonné, tu m'abandonnes. Or, mon émotion, elle m'appartient. C'est moi
qui a la télécommande de mes émotions. C'est pas l'autre personne. C'est moi, c'est mon cerveau et mon corps qui déterminent quelles hormones et quels neurotransmetteurs se déclenchent. Donc, c'est moi qui ai la télécommande de mes émotions. C'est pas l'autre qui me met en colère. C'est mon cerveau qui choisit de se mettre en colère suite au comportement ou aux paroles de l'autre. Mais c'est ma responsabilité, mon émotion. Donc, l'idée, c'est d'être capable de le nommer au jeu avec la vraie émotion. Donc, colère, tristesse, dégoût, peur, joie. Là, on est dans la vraie émotion archaïque qui vient du cerveau reptilien. Dès qu'on dévie de ça, on tombe dans le sentiment, donc un ressenti du mental, une construction mentale qui est liée à nos blessures. C'est ça, dans le passé, ce qu'on a peur de revoir, de réexpérimenter à nouveau, on traîne ça. Oui, puis si par exemple, vous avez été, quand vous étiez enfant, vous aviez un des parents qui, par exemple, travaillait beaucoup et quand il arrivait après son 40 ou 50 ou 60 heures de travail, prenait plusieurs bières pour se détendre, était donc pas très disponible pour les enfants. Mm-hmm. Ça va générer chez l'enfant un sentiment d'abandon, d'injustice, de rejet, de trahison. Ça dépend des enfants. La même situation va être vécue différemment selon les enfants. Et donc, ça génère une blessure. Ce qui fait que plus tard, dans le milieu de travail ou dans la relation de couple ou dans les relations d'amitié, si j'ai l'impression que quelqu'un me donne pas assez de temps, je vais retrouver ce même sentiment-là. Mais c'est un peu comme si j'avais une plaie au creux de la main et que je l'ai jamais soignée parce que je savais même pas qu'il fallait la soigner. Et je rencontre quelqu'un et je lui serre la main et la poignée de main me fait mal. Le problème, c'est pas la poignée de main. Le problème, c'est la plaie qui était au milieu de ma main que j'ai jamais soignée. Mm-hmm. Donc, les blessures d'enfance qui n'ont jamais été soignées, ben, une fois adulte, elles sont de ma responsabilité. C'est à moi d'aller travailler. Mais si je les ai jamais travaillées, si je m'en suis jamais libérée, si j'ai jamais su comment faire et j'ai pas trouvé quelqu'un pour m'aider à le faire, puis j'ai peut-être pas cherché non plus parce que je pensais que c'était normal d'avoir ça, mais quand je vais rencontrer quelqu'un puis que le comportement de cette personne-là ou les paroles de cette personne-là vont rappeler à mon inconscient quelque chose de déjà vécu, quelque chose qui est dans sa base de données, de souvenirs, bien, les mêmes sentiments vont revenir, vont remonter et je vais avoir le sentiment à ce moment-là que l'autre m'a fait du mal. Mais en fait, j'avais déjà une blessure, je ne l'ai pas soignée et là, je vais utiliser des termes comme je me sens pas respecté, je me sens pas compris, je me sens pas ci, je me sens pas ça, et qui sont en fait des attaques. Et aussi, tu m'as blessé. J'ai entendu ça récemment et j'ai tendance à répondre tout le temps à ça. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je suis désolé. Exact. Exactement. Parce que, tu sais, quand quelqu'un, par exemple, nous engueule, bien, si moi, je me laisse atteindre par l'engueulade, c'est à moi à regarder en moi qu'est-ce qui est touché. Est-ce que j'ai moi-même, est-ce que je sais que j'ai pas donné le meilleur de moi dans cette situation-là, puis je m'en veux? Est-ce que ça me rappelle une autre conversation que j'ai avec quelqu'un d'autre qui n'est pas encore résolue? Est-ce que ça vient toucher le fait que j'ai de la difficulté à m'affirmer, puis je ne sais pas quoi faire parce que j'ai jamais travaillé cet élément-là, je l'ai jamais développé? Est-ce que ça arrive dans une période de vulnérabilité où je n'ai pas pris soin de moi et à ce moment-là, je suis plus vulnérable, plus fatiguée et plus donc facile à être atteinte? Mais ça m'appartient totalement. Et en effet, l'autre n'a pas le pouvoir de me blesser. Il me donne une opportunité de réaction. Et c'est à moi à choisir cette réaction-là. Et c'est pour ça que dans ma tête, c'est important à ce moment-là de dire, OK, quels sont les faits, sans jugement, sans critique, sans rien, et quelle est ma vraie émotion? Ben, je suis triste parce qu'il me semble que je donne le meilleur de moi, puis c'est pas reconnu. OK, parfait. Mon besoin. La troisième étape, mon besoin. Et là, c'est là aussi où tout le monde, généralement, flanche. On pense que notre besoin est en fonction de l'autre. Mais mon besoin, il m'appartient. Et l'autre n'a aucune, mais vraiment aucune obligation d'y répondre. Donc, mon besoin ne peut pas être que l'autre fasse quelque chose. Mon besoin, je dois pouvoir y répondre par moi-même. Il est possible que j'ai un besoin, par exemple, de connexion avec quelqu'un d'autre. Mais si, par exemple,
Mon conjoint a lui-même eu une très grosse journée. Il a eu une engueulade avec un client et il y en a par-dessus la tête, puis il a juste besoin d'être tout seul, puis que moi, j'arrive avec mon besoin de connexion avec quelqu'un d'autre, bien, ce serait normal qu'il me dise qu'il n'est pas en état de répondre à ce besoin-là. Ce serait totalement normal parce que sa job à lui, c'est d'abord de répondre à son besoin avant pour être dans un meilleur état pour m'accompagner plus tard. Mais moi, c'est ma job à moi de dire qu'est-ce que je fais moi pour répondre à mon besoin à moi. Peut-être que je peux prendre du temps avec moi pour méditer. Peut-être que je peux prendre du temps pour aller faire du sport. Peut-être que je peux prendre du temps pour aller faire une sieste. Peut-être que je peux prendre du temps pour appeler une amie. Je peux faire plein de choses. Et ça, c'est de mon ressort parce que de toute façon, le besoin, il m'appartient. Mais très souvent, on voudrait donc que quelqu'un d'autre vienne nous sauver, que quelqu'un d'autre réponde à notre besoin, que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Mais si j'attends toujours que les autres fassent quelque chose pour moi, ça veut dire que moi-même, je ne le fais pas pour moi. Je ne m'accorde pas assez d'amour de soi pour répondre moi-même à mes besoins. Et mes besoins, ils m'appartiennent au même titre que les émotions. Parce que même si on vit en société, là, on ne dépend pas des autres. Non. C'est très important, ça. Exactement. Et inévitablement, tu sais, moi, quand je prends la responsabilité de dire, ben, les vrais faits, c'est ça. Là. Si j'enlève là, toute la partie chialeuse et critiqueuse dans ma tête, là, les faits, c'est ça. Puis ma vraie émotion, c'est j'expérimente de la tristesse, j'expérimente de la colère, j'expérimente de la peur. Puis mon besoin, ben, c'est un besoin d'harmonie, c'est un besoin de paix, c'est un besoin de reconnaissance. OK, mais la 4e étape, c'est quoi mes attentes? Et mes attentes ne peuvent pas être une exigence. Une attente, c'est une proposition que je fais à l'autre. Et logiquement, si je prends bien la responsabilité pleine et entière de ma vie, si je suis vraiment un créateur de ma vie, bien, l'attente, elle va être envers moi. Parce que si moi, je veux aller mieux, bien, l'important, c'est que moi, je me prenne en charge et que moi, je pose les actions pour aller mieux. Si je suis toujours dans l'attente que quelqu'un d'autre pose les actions pour que j'aille mieux, ça veut dire que je me déresponsabilise et je culpabilise l'autre pour mon bonheur. Et à ce moment-là, on ne peut pas s'attendre à être heureux. Je suis créateur de ma vie pleine et entière. Et à partir du moment où j'accepte la responsabilité de ma vie, à partir du moment où j'accepte que je suis le créateur de ma vie, je retrouve ma puissance personnelle. Parce que je peux, à ce moment-là, faire les changements qui sont nécessaires. Je peux adopter un meilleur vocabulaire dans ma tête. Je peux adopter un meilleur vocabulaire avec les autres. Je peux m'accorder des moments de ressourcement. Je suis certaine que tu connais plein de gens qui font 36 millions d'activités, mais qui ne se ressourcent jamais parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et à ce moment-là, bien, on s'attend à ce que les autres nous ressourcent. On s'attend à ce que les autres nous aident. Évidemment, ça implique que je change mon vocabulaire. Combien de fois on utilise des phrases avec des négations? Moi, j'ai des parents dans mon entourage qui disent à leurs enfants « cours pas ». Mais le cerveau occulte la négation. Le cerveau, lui, tout ce qu'il a retenu, c'est « cours ». Quand on dit à quelqu'un « inquiète-toi pas », ben, ce qu'on dit à son cerveau, c'est « inquiète-toi ». Et quand on change notre vocabulaire, puis là, juste la négation, là, quand on commence à travailler là-dessus, généralement, les 3 premières semaines, on panique un peu parce qu'on se rend compte qu'on l'utilise partout. Bien, c'est ça que j'allais dire, Annabelle. Je suis sûr que les auditeurs sont d'accord avec tout ce qu'on vient de dire là, mais c'est complètement une rééducation. Là, on va faire attention à tout ce qu'on dit parce que c'est tellement présent dans notre quotidien. On l'entend à la télé, à la radio, de tout le monde. Moi, juste l'expression « ça vaut la peine », j'ai banni ça de mon vocabulaire. Je dis que ça vaut la joie parce que ça vaut la peine. Mon Dieu, si ça vaut la peine, fais-le pas parce que tu envoies le mot « peine ». Mon Dieu, ça a l'air pénible de le faire. Fais-le pas. Donc, ça vaut la joie. Ben, c'est ça que tu vas récolter en faisant ça. Alors, exactement. C'est toute une question de rééducation. C'est une grosse question de rééducation, puis la plupart du temps, on n'a pas été habitué à ça. Si vous écoutez bien, même nos professeurs, nos parents, nos coachs sportifs, même eux, ils ont une tendance à utiliser des phrases négatives. Tu sais, dans les bas des courriels, n'hésitez pas à me contacter.
Non, je vous invite à me contacter. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Non, merci de m'avoir attendu. Merci de m'avoir accueilli. On change le désolé ou excusez-moi de, puis quelque chose de négatif pour merci, on récompense le bon comportement. Et c'est sûr que c'est une rééducation. Ça se fait pas en 48 heures en claquant des doigts. Ça demande du temps. Mais l'idée, c'est de commencer quelque part. Si on commence jamais, on change jamais rien. Juste de dire, OK, au lieu de dire pas de problème, quand un client appelle ou quand je réponds à quelqu'un, je me mets des post-it sur mon écran puis j'écris ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, des beaux post-it roses là, pour être sûr que ça me flash d'en face. Là. Mais inévitablement, quand la personne va me dire quelque chose puis que je vais avoir envie de répondre ah, pas de problème, ben là, je vais me reprendre. Et l'idée, c'est d'impliquer les gens autour de nous. Quand je vais, par exemple, je suis allée il n'y a pas longtemps au salon de l'éveil au mois d'août là, de Cathy Tropiano. Puis ma collègue, à un moment donné, répondait aux gens « Ah, il n'y a pas de problème. » Puis à un moment donné, j'ai chuchoté à l'oreille « Change-moi ça pour ça fait plaisir. Je suis heureuse de vous avoir aidé. Bienvenue dans notre univers. » Juste de changer ça, ça change totalement la dynamique. Puis inévitablement, de changer la négation pour des phrases positives, affirmatives, constructives. Mais ça, inévitablement, ça va apporter beaucoup plus de joie. Ensuite, on change les « je dois »,« il faut » pour « je choisis », je décide, je m'engage, je m'aime, donc je suis prêt à... Et là, on peut le modifier pour plein de choses. Et l'idée, c'est qu'on prend un premier élément et on le travaille pendant 2 à 3 semaines. Et c'est important d'impliquer l'entourage là-dedans parce qu'inévitablement, il y a des fois où on va s'échapper. La fin de semaine dernière, je t'en avais parlé, j'étais en formation de maître praticien. Puis à un moment donné, ça portait justement sur le pouvoir des mots. Et je suis à un moment donné jumelée avec une dame qui a un vocabulaire très négatif. Mais là, je vais essayer de, puis je pense pas être capable de, puis à un moment donné, je lui dis, on vient de voir le pouvoir des mots. Alors, je vais t'inviter à reformuler les 3 dernières phrases que tu viens de me prononcer pour qu'on puisse lancer un meilleur signal au cerveau. Et j'ai dû l'aider à reformuler parce qu'elle trouvait pas les mots qui étaient plus adaptés. J'ai une cliente que, à peu près à toutes les 5 phrases, je lui dis textuellement, je t'invite à reformuler ta phrase. Je t'invite à reformuler ta phrase. Je t'invite à nouveau à reformuler ta phrase. Et à un moment donné, elle a fait, mon Dieu, je réalise que j'ai un vocabulaire très, très négatif. Oui, mais quand le vocabulaire est très, très négatif à longueur de journée, qu'est-ce que tu veux que ça donne de positif? Et imagine quand elle se couche et qu'elle dort pendant le sommeil, qu'est-ce qui se programme dans son cerveau? Ce n'est que du négatif. Parce qu'elle vient d'un milieu où le négatif avait priorité. Et dans notre cerveau, on a facilement ce qu'on appelle un biais cognitif, un filtre qui vient fausser notre perception de la réalité. Et un des biais négatifs les plus répandus, c'est justement le biais de négativité, la manie de voir davantage ce qui va pas bien dans notre vie que ce qui va bien. Donc, on accorde de l'attention à ce qui est négatif plus qu'à ce qui est positif. Et ça demande de l'entraînement pour pouvoir modifier ça. Mais ça se fait. Et à partir du moment où on le fait, on arrête de nourrir le chemin neuronal de la négativité et on construit de nouveaux chemins neuronaux. Mais c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on cherche nos mots, puis on se rend compte finalement qu'on est retombé dans notre français habituel, puis qu'il faut revenir à l'autre langue. Ça demande un entraînement. C'est tout un défi, en tout cas, Annabelle, mais tu as tout à fait raison. La puissance des mots est extrêmement importante. Afin de nous aider un peu, est-ce que tu connais des ouvrages? Est-ce qu'il y a des sites Internet? Est-ce qu'il y a des places pour aller se chercher un nouveau vocabulaire? Là, parce que tu as parlé des post-it, là, mais qu'est-ce qu'on peut écrire justement sur ces post-it-là? Comment on fait pour s'aider? En fait, il y a un livre de Jacques Martel. Tu sais, Jacques Martel qui a écrit le Dictionnaire des malaises et des maladies. Là. Oui. C'est lui aussi qui a fait les bonhommes allumettes. Là. Oui. Mais il y a un livre sur le pouvoir des mots, n'est-ce pas merveilleux? Ah. Et il nous propose justement des alternatives. Et moi, là, quand j'ai lu ce livre-là, ça fait déjà plusieurs années, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de vocabulaire à modifier. Et là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, je choisis de changer mon vocabulaire. Je choisis d'adopter un vocabulaire qui est plus constructif. Et je l'ai travaillé expression par expression. Il y a des expressions que j'utilisais de façon vraiment très, très, très importante, dont le « pas de problème ». Et ça, je me suis mis à le travailler. Mais le livre de Jacques Martel sur le pouvoir des mots est particulièrement intéressant. Je pense aussi au livre de Jacques Hébert, « De quoi je me jase », qui est très, très, très intéressant. Il
il y a un autre livre aussi qui s'intitule N'arrosez pas les fleurs, n'arrosez pas les fleurs, n'arrosez pas les mauvaises herbes, arrosez les fleurs, qui porte là-dessus. Il y en a un autre qui s'intitule aussi Le pouvoir des mots. Un de Alain Sanson, Sois positif ou bedon reste chez vous. Donc, il y en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, alors on s'aide et on change notre vocabulaire pour attirer encore plus de positifs. Annabelle Boyer, ça a été vraiment instructif, cette chronique-là. On peut te consulter si jamais on veut régler une problématique. J'invite les gens à aller sur ton site internet annabelle-boyer.com et on continue d'évoluer en conscience à chaque semaine, puisque les secrets du cerveau humain nous sont dévoilés dans cette merveilleuse chronique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique très riche en informations. Je te souhaite une belle semaine, Annabelle. Merci beaucoup à toi aussi. À la prochaine. Bye.